BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Ouigo a ouvert sa deuxième ligne en Espagne entre Madrid et Valence. Un an après l'ouverture de la ligne entre Madrid et Barcelone, 3 millions de passagers. L'Espagne qui met un coup d'accélérateur pour combler son retard en matière de développement ferroviaire, contrairement à l'Hexagone, où la concurrence marque un peu le pas avec la seule présence de la SNCF et de Trenitalia entre Paris, Lyon et Milan. Patrick Vieux, bonjour. Bonjour Thomas Schnell. Vice-président de l'autorité de régulation des transports. C'était l'un des piliers de la réforme de la SNCF en 2018. L'ouverture à la concurrence, le Big Bang était imminent. Où est-ce qu'on en est 2 ans après ? Alors, avant peut-être de vous répondre directement sur cette question, il faut quand même prendre la mesure de la concurrence qui existe déjà en France, notamment dans le fret. Vous avez quand même une vingtaine d'opérateurs aujourd'hui de fret qui assurent le transport de marchandises. Et là-dedans, vous avez à peu près 50% qui est assuré par Fret SNCF, la filiale. Vous avez d'autres entreprises du groupe SNCF et vous avez quand même les entreprises privées qui font à peu près 30% de ce trafic de fret. Vous avez un deuxième élément quand même, c'est ce qui se passe sur le transport combiné, où vous le savez, donc sur le transport régional, la région Sud a attribué un lot à Transdev entre Marseille et Nice, qui est un élément très important de l'ouverture du marché ferroviaire. D'autres régions s'apprêtent à ouvrir à la concurrence. Et donc, en effet, il y a le troisième segment qui est celui de ce qu'on appelle le système en fait ouvert, donc de concurrence sur le marché. Et là, on a effectivement Trenitalia qui assure un certain nombre de liaisons entre Paris, Lyon et Milan. La Renfe a d'ores et déjà notifié des services et même réservé des sillons pour l'année prochaine sur un certain nombre d'allers-retours importants entre Marseille et Barcelone, voire Madrid et Paris, donc ou Madrid et Lyon. Donc on a, si vous voulez, les choses bougent, y compris donc sur le service librement organisé. Mais comment on peut expliquer justement que la Renfe qui s'est portée volontaire sur des tronçons aujourd'hui, pourquoi est-ce que la mise en service de nouvelles lignes et cette candidature notamment prend-elle autant de temps en France ? Alors, vous avez raison, il y a à ça un certain nombre d'explications. Beaucoup de ces explications tiennent au réseau, de façon générale à l'accessibilité au réseau. Soit parce que les tarifs ferroviaires, c'est-à-dire les péages que payent les entreprises de ferroviaires pour circuler sur le réseau, à SNCF Réseau sont très élevés. SNCF Réseau, donc, qui est le gestionnaire du réseau, ces péages sont très élevés. Très honnêtement, les plus élevés d'Europe, très largement. Pourquoi sont-ils si élevés ? Parce que la France, historiquement, a fait le choix de financer ces infrastructures de transport d'abord par l'usager, et donc les entreprises ferroviaires, marginalement par les pouvoirs publics, si je puis dire. D'autres pays ont fait le choix inverse. La Suède, par exemple, a totalement investi sur fonds publics dans le réseau, en ne laissant aux usagers que la charge de payer le train. Et si Trenitalia a réussi à s'investir, c'est parce qu'il a bénéficié d'une ristourne, mais elle est temporaire, il me semble. Alors, absolument. Le droit européen autorise, sous le contrôle d'ailleurs du régulateur national, la possibilité de ristourne pour compenser des surcoûts liés aux nouveaux entrants. Ces surcoûts, ils peuvent tenir à plusieurs ordres. Alors d'abord, il y a un effet de montée en charge progressive de la recette, qui fait qu'effectivement, les premières années, vous avez investi dans l'achat de rames et vous n'avez pas, évidemment, les recettes qui vont en face. Mais vous avez un certain nombre de coûts qui sont liés strictement au ferroviaire, en particulier tout ce qui concerne les contrôles commandes, c'est-à-dire tous les systèmes de guidage en fait des trains qui en fait assurent la transmission entre le sol, donc le rail et le bord, la machine qui roule. Et ces systèmes-là sont des systèmes nationaux pour beaucoup d'entre eux. Il existe un système européen standard, mais qui n'est pas déployé dans toute l'Europe et qui, en France, n'est déployé qu'à 40% des lignes à grande vitesse. Et donc, tout opérateur comme la Renfe qui veut venir sur le marché français est obligé de s'équiper. Ça coûte cher et donc ça justifie des ristournes temporaires. Est-ce qu'il faut investir dans le train subventionné, les TER, plutôt que le ferroviaire en libre accès, les TGV, les intercités, puisque c'est notamment le choix de Transdev qui est allé avec la Caisse des dépôts? Alors, c'est un autre marché. Ici, c'est une concurrence donc pour un marché, pour un contrat et non pas sur un contrat. La grande différence, si vous voulez, c'est qu'on est dans un modèle ici qui est plus de l'ordre de la délégation de services publics, c'est-à-dire c'est des risques qui sont quand même beaucoup plus capés, beaucoup plus plafonnés dans le cadre d'un contrat. Ce sont des contrats à 10 ans. Celui de Transdev qui a été passé donc avec la région Sud est un contrat qui porte sur 900 millions d'euros, qui porte sur 30 millions du marché. Mais vous avez raison. Si j'avais à résumer l'histoire du système ferroviaire depuis quoi, 40 ans, la grande réussite du système ferroviaire français, quand même, c'est la régionalisation. Les régions, aujourd'hui, sont le premier partenaire financier. Si vous prenez tout en compte, le coût, les prix qu'elles payent à la SNCF pour exploiter leurs trains régionaux, l'argent qu'elles mettent sur le matériel roulant
et également d'ailleurs en partie sur l'infrastructure, ça fait des sommes considérables. Donc les régions sont effectivement un partenaire incontournable et elles ont beaucoup participé à la dynamique en fait du ferroviaire. Cela étant dit, je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Si je réponds à nouveau à la question de l'ouverture du marché et des perspectives, nous avons, nous, en tant qu'autorité de régulation, aujourd'hui, une quarantaine de services notifiés par de nouveaux acteurs qui veulent arriver sur le marché. Sur cette quarantaine de services, ce sont des services librement organisés. Et sur ces services librement organisés, paradoxalement, vous avez très peu de lignes à grande vitesse. L'essentiel, c'est de la ligne classique. C'est on réinvestit le train de nuit, on réinvestit des lignes plus locales, pas régionales, mais plus locales. Et donc, c'est un élément essentiel, en fait, de l'avenir de ce marché ferroviaire. Moi, j'aurais juste une question. La concurrence, c'est pas uniquement le train, c'est aussi les cars Macron qui ont été mis en place. C'est le covoiturage qui se développe. C'est les lignes aériennes. Est-ce qu'on le voit en impact sur la vie de la SNCF ou est-ce que ça reste des mécanismes assez marginaux et que la vraie concurrence que va subir la SNCF viendra d'autres opérateurs ferroviaires? Je crois que c'est vraiment la deuxième option. Vous avez raison de dire qu'il y a de la concurrence marginale entre les cars Macron, ce que vous appelez les cars Macron, les cars librement organisés. On appelle les cars Macron, c'est pas oui, absolument. Et le service ferroviaire. Du reste, nous pouvons nous être saisis par des régions qui exploitent du TER, donc qui payent à la SNCF dans le cadre d'une convention, si elles estiment qu'un car Macron leur fait une concurrence indue. Mais pour répondre à votre question, l'essentiel aujourd'hui des personnes qui prennent en fait les cars Macron sont des gens qui n'auraient pas voyagé s'ils n'avaient pas eu ce choix-là, donc qui ont fait le choix de voyager parce que les prix sont très bas et que la segmentation du marché par les cars Macron est extrêmement fine, extrêmement précise. On l'entend, c'est du temps long, le train, le ferroviaire, voyageurs en particulier. Merci beaucoup Patrick Vieux, Je vous en prie. vice-président de l'autorité de régulation des transports, d'être venu dans BFM Business.